Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Je commence par me présenter en 2 mots. Je suis Mohsin Ayyouch et ma mission ce soir est d'accompagner les conférenciers et de vous accompagner à tirer le maximum de profit de cette conférence le plus agréablement du monde. Le coup d'envoi sera donné par Mademoiselle Nour, qui fait partie du comité jeune de l'association Sourire de Reda. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Je m'appelle Nour, j'ai 17 ans et je fais partie du comité jeune de Sourire de Reda. Donc en fait je vais vous raconter l'histoire de Sourire de Reda comme je l'ai personnellement vécu. Donc le 5 février 2005, après 2009, après la mort de Reda, en fait ça a été un premier choc. Parce qu'on on était tous dans l'incompréhension. On ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça et qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça. On ressentait tous aussi une part de culpabilité parce qu'on se disait qu'on aurait pu l'aider et qu'on aurait pu faire quelque chose, qu'on aurait pu être plus attentif et être là pour lui. Donc pendant l'enterrement, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus rendre visite et on s'est tous posés dans des salons. Et dans ces salons, les jeunes ont commencé à parler. Et là, ça a été un deuxième choc parce qu'on a compris pourquoi Reda s'était suicidé. Reda était parti parce qu'il avait été humilié, racketté et harcelé. Et aussi, pour la première fois, les jeunes ont commencé à parler. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Et qu'il n'était pas le seul à souffrir. Que beaucoup de jeunes qui étaient là, des amis à moi, des gens que je rencontrais tout le temps, ils nous disaient que pour la première fois, eux aussi, ils souffraient. Et qu'ils n'avaient pas trouvé à qui parler. Et que quand ils avaient essayé de parler, on ne les avait pas pris au sérieux. Et en fait, c'est là que Sourire de Reda a été créé. Donc en fait, Sourire de Reda, c'est une association qui a pour but de briser le silence chez les jeunes et de lever le voile sur un sujet très tabou au Maroc, le suicide. Moi personnellement, étant jeune, c'est un sujet dont j'ai jamais entendu parler avant sa mort. Et je pense que c'est un sujet qui devrait être plus ouvert parce que c'est pas une honte de souffrir. Tout le monde souffre et on devrait plus en parler. Donc lorsque Sourire de Reda a été créé, on nous a demandé de créer un comité de jeunes parce que on vit autour de ça et on sait ce qui se passe autour de nous pour les aider, pour leur donner des conseils. Donc on agit à chaque action que fait Sourire de Reda, on leur donne des conseils, on leur dit ce qui va et ce qui va pas. Et on s'occupe notamment de la communication, surtout par Facebook et BBM, pour essayer de toucher le plus de jeunes possible. Donc on est 17 jeunes de 12 à 17 ans, d'écoles différentes, et ça fait 3 ans qu'on agit. Donc moi personnellement, travailler dans ce comité, ça m'a beaucoup apporté. Parce que je suis plus attentif autour de moi. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui est mal, et que je sais que je peux l'aider juste en étant là, en étant attentif pour lui. Et je sais qu'au pire, si j'y arrive pas, il y a toujours Sourire de Reda qui sera là pour me guider et pour me dire comment faire. Et donc, tous les 5 février, Sourire de Reda, ils organisent de nombreux événements. Donc en l'occurrence, ce 5 février, il y a un concours vidéo qui a été organisé et il y aura la remise des prix. Donc c'est 60 participants du Maroc et aussi de l'étranger. Ça va de 12 à 25 ans. Et en fait, on a fait des vidéos pour briser le silence chez les jeunes. Et pour montrer qu'il faut parler pour s'en sortir. Et donc, on aimerait bien que vous veniez tous nombreux. Et ça sera ici même à la Scala à 5h. Donc, je vais vous laisser à la conférence. Merci. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec vous. C'est pas de donner des leçons, mais c'est de partager avec vous 25 ans de vécu avec des enfants en souffrance un peu partout dans le monde. Et c'est ces points-là que j'ai envie réellement de partager. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un speech académique ni scientifique. Je veux réellement poser des questions et que vous enrichirez par vos questionnements et aussi par vos réponses. Car pour moi, les véritables experts du mal-être des jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes. Parce que soit ils l'ont vécu, soit ils l'ont côtoyé, soit surtout ils ont trouvé les ressources internes et les extérieures pour le dépasser. Alors quand on parle de la jeunesse, on a eu un grand débat jeunesse, adolescence, et on le sait, la jeunesse comprend, c'est une définition des filles et des garçons âgés de 15 à 24 ans, c'est la définition, donc incluant adolescents et jeunes majeurs. Il faut que vous sachiez que la jeunesse dans le monde actuellement occupe une place de plus en plus importante, représentant plus de 1/6 de la population mondiale, et au Maroc, 21% de la population.
Je veux insister aussi sur le fait, bien qu'on essaie de mettre les jeunes dans des groupes, ce sont des groupes très hétérogènes. Chaque jeune est différent d'un autre. Et donc pour chaque jeune, il y a une approche et un besoin d'approche personnalisée. La jeunesse constitue une phase importante de la vie, on en parle beaucoup. Elle est marquée, bien entendu d'abord, par les changements physiologiques qui aboutissent à la maturation physique, affective et sexuelle. Elle est marquée par beaucoup de paradoxes. En particulier, l'adolescent qui affiche un corps d'adulte, des capacités de raisonnement, mais qui n'a pas obligatoirement atteint forcément le degré de maturité nécessaire. Tantôt enfant, tantôt adulte, et nous, adultes, on s'y perd. Une phase marquée par l'acquisition accélérée d'apprentissage, de connaissances, de savoir, marquée par la nécessité de faire souvent et de plus en plus précocement des choix d'études pour son avenir, dans un monde privilégiant la compétition, dans un monde où le marché de l'emploi connaît une forte crise et commence à envisager l'avenir et cela l'effraie par moments. Une phase marquée par des questionnements, des incertitudes, des pressions et des attentes des parents, des adultes qui en sont responsables. Une phase marquée par une autre vision du monde, directement ou virtuellement, via les médias, via Internet, marquée par les contraintes sociétales, marquée par les incohérences qui l'entourent dans sa famille, à l'école, dans ses amitiés. C'est aussi pour le jeune la période des grandes amitiés ou des grands amours. Malheureusement, ces relations à l'extérieur peuvent aussi le décevoir. Il peut se sentir trahi et éprouver le rejet. Il continuera encore à chercher l'amour après lequel il aspire. Le jeune se rend compte aussi pendant cette phase qu'on peut cacher ses sentiments et par la même occasion qu'on peut le tromper. Et bien sûr que lui aussi peut tromper les autres. Et c'est souvent à l'adolescence qu'il élabore des stratégies pour camoufler ses sentiments ou ses actes. C'est enfin une période très délicate où les jeunes sont facilement influençables et s'engagent parfois dans des relations difficiles, douteuses, voire dangereuses, ce que les parents appellent souvent les mauvaises fréquentations. C'est une étape où les jeunes se cherchent, veulent marquer leurs différences, adoptant un mode de vie qui leur est propre, avec leurs propres normes en réaction à celles en vigueur dans la société. Codes vestimentaires, musicaux, langage codé, qu'on a souvent du mal à comprendre. Et dans ce mode de vie, je veux insister sur l'importance du virtuel via les technologies de l'information qui occupent une place de plus en plus prépondérante sous toutes ses formes. SMS, Internet, BBM, réseaux sociaux et j'en passe, sans que les jeunes aient conscience aussi des dangers qu'il peut présenter. Ils sont là à la recherche d'amis, de réseaux d'amis virtuels. Aussi la découverte de la sexualité, les jeux vidéo, les sites faisant l'apologie de la violence, les sollicitations sexuelles, les jeux d'argent, les sectes, etc. Cette phase de transition, de maturation, de découverte, d'affirmation de soi est une période très délicate, une période de grande vulnérabilité. Le jeune doit faire des choix pour sa vie, construire sa personnalité et en même temps se détacher de la dépendance affective des parents. Cette transition peut bien se passer si l'on a de bonnes relations avec ses proches, mais peut entraîner aussi un mal-être, une souffrance, conduisant à la distanciation par rapport aux parents, à adopter des comportements à risque et à commettre des actes parfois irréparables. Alors le mal-être des jeunes, est-ce qu'il y a un profil type? Eh bien non, n'importe quel jeune, quel que soit son milieu, peut être touché par le mal-être, dès lors qu'il ressent qu'il a une profonde blessure. Je parle beaucoup de ressenti aussi. Il y a ceux qui souffrent de pathologies psychiatriques, de troubles de comportement, de dépression. Il y a ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Et les jeunes en institution, en détention, les jeunes petites bonnes, les jeunes en situation de rue, et j'en passe, les jeunes migrants isolés, qu'ils soient marocains ou subsahariens, les jeunes livrés à la prostitution, ceux qui ont subi de graves violences, abandon, agression, humiliation itérative, maltraitance, attouchement sexuel, viol, ou des traumatismes liés à des situations difficiles à vivre, tel un divorce ou un deuil. Mais il faut savoir qu'une simple rupture sentimentale mal vécue, un échec scolaire peut aussi déclencher un profond mal-être. Il y a ceux qui ont tout pour être heureux et pourtant, ces jeunes-là ont une très forte sensibilité. Le malheur des autres, voire les grandes souffrances dans le monde, les touchent tout spécialement. Ils sont idéalistes et perfectionnistes, d'où une déception et un sentiment d'impuissance de ne pouvoir rendre le monde meilleur. Quels sont les symptômes qui montrent qu'un jeune ne va pas bien?
Alors cela va, c'est très variable, cela va des premiers signes, pas forcément très alarmants, et pouvant être mis sur le compte de l'adolescence, tels que le jeune qui modifie ses relations avec son entourage, qui est instable, qui abandonne des activités habituelles et qu'il aimait auparavant. Certains commencent à manquer les cours, ils décrochent sur le plan scolaire, certains fuguent, parfois de manière répétée, certains souffrent de troubles de sommeil, de l'appétit, de perte d'estime de soi. Le jeune qui s'isole, qui reste enfermé dans sa chambre, qui est nerveux, irritable, exagérément susceptible. Un jeune qui communique de moins en moins jusqu'à s'enfermer dans le mutisme. Et enfin, chez d'autres, on observe un émoussement affectif, il ne ressent pratiquement plus de sentiments. Mais les symptômes peuvent être encore plus graves et plus significatifs, pouvant conduire au passage à l'acte, tels que, et il y a plusieurs types de passage à l'acte, les diverses conduites à risque, l'alcoolisme, les relations sexuelles non protégées, les sports dangereux, les risques routiers, les diverses addictions, on en a parlé, aux jeux vidéo, au poker, aux drogues dures, les violences, les automutilations, la délinquance, l'appartenance à des gangs rues, on en voit de plus en plus en Europe et aux États-Unis, des tentatives de suicide qui signifient que le jeune est en danger, et le suicide dont parlera monsieur le professeur spécialiste sur ce volet-là, qui, je voulais juste dire un point, le suicide qui traduit le désir de supprimer la souffrance intolérable et non la vie. Le suicide, juste pour vous le dire, c'est la seconde cause de mortalité dans le monde, parmi les jeunes de 10 à 24 ans, soit 250 000 suicides par an. Ce qui caractérise, et là où je vais insister, ce mal-être et le rend difficile à appréhender, ce sont d'une part les difficultés des jeunes à communiquer oralement jusqu'à s'enfermer dans le mutisme. En effet, les jeunes sont souvent incapables de dire verbalement leur mal-être et même de le percevoir. Ils sont dans le déni et dans la plupart du temps, ils n'ont plus d'accès à la parole. Certains pourront éventuellement écrire, mais parler est toujours difficile. D'autre part, les difficultés des parents et des proches à observer, à entendre, à écouter et communiquer avec les jeunes, surtout quand les tensions et incompréhensions entre le jeune et ses proches ne facilitent pas l'instauration d'un dialogue. L'isolement et la tristesse, la souffrance ressentie par l'adolescent ne seront pas toujours évidentes à percevoir par l'entourage. La rébellion, et on le sait, l'enfant est agressif verbalement ou physique, fait souvent partie du processus avec un sentiment de rejet où l'adulte apparaît comme quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Certes, il s'agit d'une période où le jeune s'affirme, où il prend position, défend ses idées. Et ça peut brouiller la relation à l'autre parce que le mal-être est souvent confondu par les parents et les proches avec un désir d'affronter l'autorité liée à l'âge. Alors comment amener le jeune à parler, à mettre des mots sur son mal-être, à sortir de son isolement? Comment briser ce mur de silence? Qui et comment alerter de façon efficace afin de le sortir de son isolement et d'éviter l'irrémédiable? Il est important, et je tiens à insister, de noter que toutes les souffrances ne sont pas à psychiatriser. Il existe des souffrances tolérables qui doivent être écoutées, et c'est souvent les plus nombreuses, et des souffrances intolérables qui doivent être soulagées par des traitements symptomatiques. Par ailleurs, une écoute précoce et de qualité permet d'éviter qu'une souffrance tolérable ne devienne intolérable. Il faut surtout que le jeune ne reste pas ou ne se sente pas seul, afin que la jeunesse soit une période, je vous rappelle, de construction et non de destruction de soi. Le plus important est d'amener le jeune à parler à quelqu'un qui l'écoute, dans le cadre d'une neutralité bienveillante et sécurisante. Cette écoute peut revêtir plusieurs modes et peut se passer dans divers lieux. Au sein de la famille, c'est souvent pas là où ça se passe le plus facilement, les parents ont souvent tendance soit à minimiser, soit à occulter, soit à culpabiliser ou encore à paniquer et arriver à trouver des réponses aux 1001 questions. Que faire? Qui contacter? Comment le petit a osé commettre un tel acte? À qui la faute? Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, car chacun réagit selon son éducation, ses pulsions, son vécu. Il faut juste, pour les parents, rester au maximum à l'écoute, échanger et maintenir le contact pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de son enfant quand on a décelé un signe de mal-être. Laisser une porte ouverte pour que celui-ci puisse se tourner au bon moment vers une personne de son choix. Tenter ensemble de trouver une solution sans dire non de façon spontanée et systématique, mais chercher la réflexion conjointe. Éviter les jugements de valeur, éviter les comparaisons et surtout ne pas oublier de lui exprimer l'amour qu'on lui porte. Et bien sûr, en tant que parent,
que parents, ne pas hésiter à demander de l'aide quand on se sent dépassé. Il n'y a pas de honte à se faire accompagner pour développer ou renforcer au sein de la famille la capacité de mettre en mots les tensions ressenties et agies. Au sein de l'école et le lycée, et l'école a un rôle, l'absentéisme scolaire, les difficultés ou échecs scolaires, l'isolement au sein du groupe, les consultations fréquentes auprès de l'infirmière ou du psy quand il y en a, sont à considérer avec vigilance par le corps enseignant, qui se doit de communiquer aux jeunes sur les réseaux d'écoute et d'accueil, de favoriser le développement en milieu scolaire de programmes visant à améliorer l'estime de soi et à s'exercer à la résolution de conflits. Et en cas d'inquiétude ressentie, proposer à l'élève de le rencontrer plusieurs fois et bien entendu informer et orienter les parents. Un autre point, c'est auprès du médecin traitant et du pédiatre. Les consultations fréquentes, et là je m'adresse à mes collègues et à moi-même, les consultations fréquentes pour troubles somatiques, mal au ventre, mal à la tête et j'en passe, troubles de conduite, sont à considérer avec vigilance par le corps soignant qui se doit d'accorder plus de temps à l'écoute du jeune afin de détecter la souffrance sous-jacente, de communiquer sur les réseaux d'écoute et d'accueil, informer, conseiller, orienter les parents. Au sein des associations, des clubs et des jeunes, il y a des animateurs, il y a des éducateurs, mais ils doivent être outillés dans la détection des signes avant-coureurs de la souffrance des jeunes, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Et enfin, les dispositifs d'accueil, d'écoute et d'accueil des jeunes. Dans de nombreux pays, des dispositifs d'écoute et d'accueil garantissant confidentialité, anonymat ont été mis en place, utilisant tous les modes de communication, technologie, téléphone vert, tout ce que vous pouvez. Au Maroc, les dispositifs dédiés aux jeunes en souffrance restent notoirement insuffisants, et je suis gentille quand je dis notoirement insuffisants. Or, ces réseaux d'écoute sont indispensables, car aisément accessibles aux jeunes par téléphone, par accueil, mais surtout grâce aux technologies de l'information, leur permettant de s'exprimer par écrit, de tout dire sous couverture de l'anonymat. Ces réseaux doivent disposer d'écoutants dûment formés, supervisés systématiquement par des spécialistes ayant une bonne connaissance du réseau de soins existant et des personnes ressources, dans le but d'affiner les orientations et de préparer le relais vers les structures de soins ou de suivi appropriées. Malheureusement, au Maroc, nous ne disposons pas de dispositifs intégrés complets qui permettent d'aller de l'accueil, de l'écoute, l'accueil, la détection, la prise en charge et le suivi. Une réflexion doit également être menée sur les interventions avec le problème du sortie d'anonymat et respect de la confidentialité quand l'écoutant est devant un cas de passage à l'acte imminent ou avéré. À cette occasion, je tiens à féliciter l'association Sourire de Reda qui a mis en place Stop Silence, premier espace d'écoute anonyme au Maroc réservé exclusivement aux jeunes. Et enfin, l'écoute jeune à jeune. Celui qui se sent mal pense qu'il est seul à ressentir cela, ce qui le pousse à s'isoler davantage. En réalité, il est souvent entouré d'autres jeunes, vivant parfois les mêmes difficultés. D'où l'intérêt de pouvoir se retrouver entre amis et de construire des relations durables, permettant un partage. En plus, cela apporte un soutien affectif que beaucoup ne souhaitent plus chercher auprès de leurs parents. Par ailleurs, les jeunes sont fortement connectés entre eux à travers les réseaux sociaux. Si ces réseaux peuvent constituer un danger, comme je l'ai dit précédemment, ils constituent un formidable outil de communication efficace entre les jeunes, leur permettant d'échanger dans leur propre langage, que nous ne comprenons pas toujours, leur vécu, leurs craintes, leurs désirs, leur expérience et aussi leur mal-être. Les jeunes, dûment informés et accompagnés, et je suis ravie de les avoir eus en début de séance, peuvent jouer un rôle capital dans l'écoute, l'information et l'orientation des jeunes en souffrance. Je vous rappelle que ces réseaux sociaux ont permis à des jeunes révoltés d'être à l'initiative du printemps arabe, du mouvement du 20 février et du mouvement des indignés en Europe. Je ne vais pas critiquer la politique de santé marocaine, je la laisserai à la réponse, mais en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que la jeunesse reste l'étape décisive de la vie où les changements physiques, les envies, les refus, les rencontres, le ressenti, perturbe et marque le passage vers un autre univers plus dur ou plus responsable qui effraie. Ne négligeons pas cette période. Cette étape peut occasionner le mal-être des jeunes, un mal-être difficile à appréhender du fait du mutisme, du silence qui l'entoure. Mais il faut savoir aussi que bon nombre de jeunes traversent cette étape sans grand mal-être, et ce grâce à leur capacité de résilience, la résilience étant l'aptitude à vaincre l'adversité ou une situation de stress ou de risque, et à la
qualité de l'environnement dans lequel il évolue. Un environnement qui garantit amour, affection, un environnement qui garantit protection et non surprotection, qui garantit sécurité, dialogue, écoute, accompagnement, guidance. Reconnaître le mal-être des jeunes, amener le jeune à parler, à mettre des mots sur son mal-être afin de le sortir de son isolement et d'éviter l'irrémédiable est possible. Il est vrai que ce n'est pas une chose aisée, mais il ne faut pas oublier que l'amour, l'écoute, l'accompagnement des proches sont les meilleurs remèdes, avec l'aide, si besoin il y a, des différents professionnels et associations concernées qui peuvent aider à rétablir un contact et à mieux se comprendre. Que l'on soit parents, d'adolescents ou de jeunes, éducateurs, professionnels de la santé, enseignants, etc., nous sommes les mieux placés pour assumer cette responsabilité. En effet, notre influence peut être salvatrice. Durant cette étape, les jeunes ont terriblement besoin de l'aide d'adultes compréhensifs. Ils ont les yeux fixés sur leurs parents ou d'autres adultes responsables pour voir quel rôle ils vont jouer. Deviendrons-nous leurs adversaires ou leurs alliés, c'est-à-dire ceux qui les aideront à trouver les moyens de gérer correctement leur crise et de se projeter dans leur futur. Et surtout, n'oublions pas que nous, adultes, devons avoir l'humilité de reconnaître nos limites en faisant appel à l'expertise des jeunes qui sont partie intégrante des solutions. Leur participation dans les stratégies de prévention, d'écoute et d'accompagnement de jeunes devrait être systématisée, de même que l'appui aux actions et aux initiatives par les jeunes. Et je tiens de nouveau à féliciter, pour conclure, l'association Sorir de Reda qui organise avec l'association Extramuros, dimanche prochain, le concours de création de vidéos et d'affiches réalisés par des jeunes. Un grand merci pour votre attention. Bon, c'était prévu que je vais directement sur le stop silence, mais je fais une petite parenthèse quand même. Je m'attendais franchement, je ne savais pas du tout combien il y allait avoir de personnes ce soir. Je vous dis un profond merci au nom de Sourire de Leda et au nom de tous les jeunes. Alors, je vais parler de... Ce soir, je vais vous présenter Stop Silence, vous parler de Stop Silence. Stop Silence qui est un des éléments qui constitue le dispositif de prévention globale mis en place par l'association. Stop Silence, pourquoi? Comment il fonctionne? Je vous présenterai quelques chiffres et je vous dirai qu'est-ce qu'on a appris. Alors Stop Silence a été créé le 5 février 2010, ça fait presque un an. Il fonctionne régulièrement et il se présente comme un, je vais l'imager, comme une halte pour le jeune qui a besoin à un moment dans sa vie d'être écouté. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus vers qui se tourner, parce qu'il aurait essayé auparavant et qu'il n'a pas trouvé d'endroit, parce qu'il ne sait plus comment être écouté. Un espace où il reprend son souffle pour lui permettre ensuite de continuer son chemin. Alors Stop Silence, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est un système, je regarde parce que les mots techniques, alors c'est un logiciel PHP Live. En fait, c'est un système de chat qui a été retravaillé par nous de manière à le rendre sécurisé, afin que les adresses IP ne soient pas traçables, ce qui répond à l'anonymat auquel nous nous engageons. Alors les particularités de ce chat, de Stop Silence, c'est qu'il est gratuit. C'est un système d'écoute, comme disait Najed tout à l'heure. Si dans le monde il y a des centaines de systèmes d'écoute anonymes, ils fonctionnent essentiellement par téléphone. Stop Silence fonctionne par chat. Alors ça permet aux jeunes la gratuité, ça lui permet directement dans le canal dans lequel il existe, dans lequel il communique. Je suis désolée, il pleut beaucoup, je crois que vous n'en avez pas sur la tête. Ça permet une écoute instantanée, c'est une écoute ponctuelle, c'est pas une écoute thérapeutique avec un suivi, avec un objectif de suivi. On répond à un besoin immédiat. Et une fois que l'échange s'est terminé, pour nous, la réussite, c'est que le jeune ne revienne pas sur Stop Silence. Alors, c'est accessible à tous. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Un jeune, quel que soit l'endroit où il est au Maroc,
peut avoir accès à Stop Silence, quel que soit son milieu socio-culturel, quelle que soit sa situation géographique. Alors contrairement à ce que l'on pense, et ce que l'on a pensé également, parce qu'il a fallu le vérifier, c'est qu'on s'est dit peut-être que dans les milieux socio-économiques bas, l'accessibilité à Internet sera difficile. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. On a cherché, on a découvert qu'en fait, tous les jeunes au Maroc, une grande majorité de jeunes, a accès à Internet. Donc c'est un outil qui fonctionne parfaitement, quels que soient les milieux socio-économiques. Alors l'autre particularité de Stop Silence, c'est qu'elle intervient à tous les stades de souffrance ou de crise. Comme disait Najat tout à l'heure, une crise, un état de souffrance, ce n'est pas nécessairement quelque chose de dramatique. Un jeune, quand il est mal, ça ne veut pas dire qu'il est déjà dans un état de pathologie. Donc c'est important de l'écouter très tôt. Et c'est souvent à cet instant-là qu'il a besoin d'être écouté pour des choses toutes simples, qui nous semblent, nous, toutes simples. Donc ça nous permet d'intervenir avant un état de crise révélé dans une souffrance profonde, pendant un état de crise, mais également après. Un jeune qui a vécu des souffrances, qui peut être même suivi, appelle Stop Silence. Parce que de manière ponctuelle, il a besoin d'être écouté et d'avoir quelqu'un à ses côtés à des instants précis. Alors c'est quoi les objectifs? Vous les avez lus sur les petits flyers. Un, c'est rompre l'isolement par la parole. C'est du chat, bon, la parole, c'est vrai que c'est une image. Pourquoi rompre l'isolement? Pour pouvoir apaiser l'état de tension dans lequel le jeune arrive sur le Stop Silence, de manière à essayer d'éviter tout passage à l'acte. Encore une fois, un passage à l'acte, c'est pas le suicide. Un passage à l'acte, comme a expliqué Najat tout à l'heure, ça peut être la drogue, ça peut être les mutilations, ça peut être, je ne vais pas vous rebrosser le tableau, c'est déjà assez difficile comme ça. Et ça permet surtout d'accompagner le jeune. Une fois qu'un jeune arrive sur Stop Silence et qu'il partage, le but d'un écoutant, de cette écoute, c'est de l'accompagner à clarifier ce qu'il ressent. On ne parle pas de la situation, on parle bien de ce qu'il ressent, de manière à lui donner la possibilité ensuite d'entrevoir ses solutions. L'écoute est non directive. Ça veut dire qu'on ne dit pas au jeune ce qu'il a à faire. Elle est non interventionniste. Ça veut dire qu'on ne va pas appeler ses parents parce qu'on a entendu quelque chose. On ne va pas appeler les pompiers ou l'ambulance, sauf évidemment dans des cas graves, hein, ce qui reste quand même exceptionnel dans le cas des centres d'écoute de manière générale. Le double anonymat. L'écoute est caractérisée par le double anonymat. Ça veut dire que le jeune est anonyme. Certes, ça vous l'avez bien compris, un jeune qui n'est pas rassuré ne pourra pas faire confiance et ne parlera pas et ne partagera pas. Il a besoin d'être certain qu'on ne va pas le reconnaître. Ça, c'est l'anonymat d'un côté. Pourquoi le double anonymat? Parce que si l'écoutant n'est pas anonyme, le jeune qui vient sur Stop Silence peut demander à parler à un écoutant X ou Y ou Z. Or, comme je l'ai expliqué, l'écoute est ponctuelle. Quel que soit le moment où le jeune arrive, il est écouté par une personne dans la bienveillance, dans le non-jugement et dans le respect de sa personne. On n'est pas là pour avoir un suivi. Les personnes ne sont pas des thérapeutes. Ça peut se présenter comme un relais vers éventuellement la thérapie, c'est-à-dire que ce sont des propositions qui viennent de lui, d'accord? Ce ne sont pas des propositions qui viennent de l'écoutant lui-même, mais ça se présente encore une fois comme un relais. Ce n'est pas une écoute thérapeutique ou avec un objectif de suivi. Alors tout ça c'est bien beau, maintenant qui est derrière l'écoute? Alors ça c'est la grande question. Qui c'est qui écoute? Alors ce sont des personnes comme vous et moi, ce ne sont pas des thérapeutes par contre, pour les raisons que je viens de vous exposer. L'écoute doit être... en général, un thérapeute a un objectif bien particulier, c'est dans un processus. Alors pour revenir aux écoutants,
Ils sont sélectionnés pour leur aptitude d'écoute, de manière générale. Ils sont sélectionnés pour leur sens de la responsabilité, pour leur remise en question, leur capacité de remise en question personnelle. Et bien entendu, ils sont bilingues. Ce sont des personnes qui sont formées. Alors, ils ont une formation qui est assez, je ne vais pas dire ardue, mais extrêmement intéressante. Ils suivent au départ une forme de formation de stage, de formation théorique, qui sont données aujourd'hui par SOS Amitié France, qui nous accompagne et qui nous a accompagnés depuis le début dans la mise en place de Stop Silence. Et ils suivent également une formation avec, entre autres, Brian Michara, que je remercie, qui vient former donc l'équipe écoutante à une écoute nord-américaine. Ils ont une formation continue sur des thématiques très particulières concernant la pratique de leur écoute, et ils ont une formation pratique dans l'espace d'écoute. Alors ce qui est très important, et ça rejoint tout à fait ce que dit Najet, un écoutant ne peut être en sécurité, et donc être sécuritaire pour le jeune, que s'il s'engage à être supervisé régulièrement dans le cadre d'un groupe de parole par un psychologue, dans le cadre d'un groupe de parole supervisé par un thérapeute. La deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'étant donné l'anonymat dans lequel ils travaillent et ils exercent et dans lequel ils sont engagés, ils sont amenés à participer à des partages d'équipe. Alors les partages d'équipe permettent d'avoir une vie collective, parce que c'est un engagement difficile, dans le sens où on ne peut pas le partager à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur du centre reste à l'intérieur du centre. Alors la mise en scène, je vais vous dire comment ça fonctionne. Je pense que beaucoup ont essayé déjà de rentrer peut-être dans Stop Silence. Le jeune arrive, tape www.stopsilence.org. Il a une page d'accueil qui lui explique ce que c'est que l'écoute, qui va l'écouter. Il a la possibilité de rentrer dans la foire aux questions qui répond en fait à tout ce qu'il peut se poser comme question. Qui c'est qui m'écoute, de quoi je peux parler, est-ce qu'on va savoir ce que j'ai dit, une quinzaine de questions qu'il peut se poser. Ensuite, il doit accepter donc l'engagement, enfin la responsabilité du Stop Silence. À ce moment-là, automatiquement, une fois qu'il met accepté, il rentre sur le chat. Alors c'est très particulier, parce qu'en effet, c'est pas comme une fenêtre classique de forum ou de chat sur Facebook ou autre. Hein. Donc à l'intérieur, il est dans l'espace d'écoute anonyme, ce que nous appelons chez nous l'espace sacré. Alors jusqu'à aujourd'hui, alors comme je vous dis, ça fait pratiquement 1 an qu'on existe en tant que Stop Silence. On a eu un tout petit peu moins, en fait 1375 visites, c'est-à-dire de personnes qui sont venues regarder ce qu'était Stop Silence, sans chercher à rentrer sur le chat. Nous avons eu 700 personnes qui ont cliqué pour rentrer sur le chat, et il y a eu la moitié qui ont eu accès à Stop Silence et qui ont eu donc la possibilité d'utiliser le Stop Silence. Nous avons à peu près par créneau horaire, donc vous l'avez, mais je peux le répéter, nous avons aujourd'hui 3 créneaux horaires, nous avons 2 créneaux horaires par semaine. Un créneau horaire dure 4 heures. Aujourd'hui, on a à peu près une moyenne de 3 échanges par créneau horaire. 3 échanges, alors un échange peut durer quelques minutes, mais il peut durer aussi 1 heure avec un jeune. On écoute un seul jeune à la fois, évidemment. Alors, ces échanges-là, de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'on a appris dans ces chats? D'abord que ce n'est pas que des cas dramatiques qui arrivent. Oui, il y en a, je vous le dis, il y en a. Il y a des cas d'addiction, il y a des cas de mutilation, il y a des cas de violence en milieu scolaire, mais pas seulement. Alors,
il y a énormément de peine d'amour. C'est impressionnant ce qu'un jeune qui est en peine d'amour peut souffrir. Il y a aussi beaucoup de souffrances qui viennent d'amitié, d'être rejeté par un groupe. L'homosexualité, la recherche de son identité sexuelle. Ça ne veut pas dire que... Allez, on se pose des questions. Est-ce que je suis... Est-ce que... La désinformation. Les jeunes ne sont pas... C'est assez impressionnant. On pense que nos jeunes sont informés par les sites, par les flyers, sur la désinformation au niveau de la sexualité. Et beaucoup aussi de pression scolaire et de pression sociale. Alors, le Stop Silence a sa place aujourd'hui. On n'en doutait pas au début, mais aujourd'hui on en est d'autant plus convaincus. Nous avons 2 créneaux horaires seulement, oui. C'est un choix. Nous avons préféré choisir la qualité, peu d'écoutants, correctement formés, qui ont la capacité aussi d'être de cet engagement, d'accord, de pouvoir être formés de manière pluridisciplinaire, de manière à petit créer cette vie à l'intérieur de Stop Silence qui va leur permettre de grandir et petit à petit de rassurer la communauté, adulte bien entendu. Alors, je disais qu'on n'a pas de doute, c'est pas facile. Je dis simplement que nos jeunes ont besoin qu'on les écoute. Je vais emprunter une très belle expression qui a été dite par une écoutante à Stop Silence lors d'une discussion et qui disait « Nous vivons dans une société de consommation du bonheur. » J'espère qu'elle est là ce soir. Merci pour l'expression. Alors en effet, c'est une société où toute manifestation de mal-être et de souffrance est honteuse, interdite, déniée. Je parle bien de toutes les sociétés dans le monde et la nôtre n'est pas exemptée. Aujourd'hui, l'actualité européenne révèle la violence en milieu scolaire. La France réalise que cette situation terrible demande la mobilisation des pouvoirs publics et de tous les acteurs sociaux. Si la partie apparente de l'iceberg est la violence en milieu scolaire, je vous demande de rester alerte et conscient d'une chose. Attention de ne pas réduire le mal-être ou la souffrance des jeunes à la seule violence dans les milieux scolaires. C'est bien avant que la prévention doit être. Et cette prévention commence de manière tout à fait naturelle par nous et par nous tous. Quel que soit votre âge, votre profession, vos diplômes, votre milieu ou votre histoire, vous avez tous le pouvoir d'écouter, d'être présent pour accueillir la souffrance de ceux que vous aimez. Comment éviter le passage à l'acte? Nous sommes tous des acteurs potentiels de la prévention du mal-être des jeunes et nous pouvons tous éviter qu'ils ne passent à l'acte. Libérez votre cœur et libérez votre bon sens de la peur de la souffrance. Ne tournons plus le dos à la souffrance. Nos enfants ont besoin de notre humanité. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici dans la chaleur du Maroc. Chez nous, il fait moins 10 à moins 20 actuellement. Mais ce n'est pas la chaleur physique dont je parle, c'est la chaleur humaine des Marocaines qui m'impressionne énormément. Chaque année, si on compte le nombre de personnes qui commettent des actes d'homicide, qui tuent quelqu'un d'autre, et on ajoute à ce chiffre toutes les personnes qui meurent dans les guerres et toutes les personnes qui meurent dans les actes terroristes, on arrive à un chiffre qui est inférieur
au nombre de personnes qui se tuent chaque année. Plus d'êtres humains se tuent chaque année qui tuent des autres. Mais on met porte tellement d'attention aux guerres, aux actes terroristes, et pas tellement à la souffrance humaine qui mène au suicide. Il n'existe pas de pays au monde où il n'y a pas de suicide. Tous les pays musulmans ont des suicides. Il n'existe pas une époque dans l'histoire des êtres humains où il n'y avait pas de suicide. Si vous n'avez jamais pensé au suicide entre l'âge de 12 ans et 25 ans, vous êtes minoritaire au monde. Dans les recherches dans les pays, en Afrique, en Asie, partout dans le monde indiquent que la grande majorité des jeunes pensent au suicide à un moment donné. Mais on peut penser à n'importe quoi. On peut penser pendant une conférence dans une tente à Casablanca d'être sur une île au soleil, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite. C'est juste une pensée. Et pour la grande majorité des personnes, ça reste une pensée. La grande majorité des personnes qui même pensent sérieusement au suicide ne vont jamais se suicider. La prévention du suicide, ça fonctionne parce que presque tous les suicides sont prévenus avant qu'ils deviennent très graves. Pourquoi est-ce que quelqu'un se suicide? La réponse, c'est simple et complexe à la fois. On se suicide parce que on vit une souffrance. On vit une souffrance psychique plus proche. Ok. On vit une souffrance, c'est mieux comme ça, oui. Psychique qu'on croit est incontournable, interminable et insupportable. C'est à un moment donné, on se trouve dans une situation où ça va mal. Quelqu'un qui pense au suicide, souvent, n'ose pas en parler directement. Dans un pays musulman où le suicide c'est inconcevable pour la religion. Quelqu'un va passer une éternité en enfer. Si je pense au suicide, peut-être je n'oserais pas le dire. Mais malgré tout cela, quand la souffrance est si intense, ça va prendre tellement de place. C'est comme une souffrance physique. Quand ça va mal, très très mal, tout ce qu'on veut, c'est arrêter que ça fait mal. Et on ne pense pas logiquement. C'est pas parce qu'on a un trouble mental ou une maladie mentale qu'on n'est pas très logique à ce moment-là. C'est parce qu'on souffre beaucoup. Et si vous avez déjà eu une souffrance physique intense, vous savez que tout ce qu'on veut, c'est que ça arrête. Et quand on vit, on vit une souffrance psychique, et si c'est tellement intense, on veut juste arrêter la souffrance et on ne pense pas tellement. Et le suicide, c'est une façon de le faire. Une des caractéristiques universelles du suicide,
c'est l'ambivalence. L'ambivalence, ça veut dire que pour passer à l'acte, pour faire une tentative de suicide, il faut juste être 51% convaincu que c'est la bonne chose ici et maintenant. Une partie de la personne cherche de l'aide et cherche d'autres façons de régler les problèmes, mais cette partie peut-être ne prend pas toute la place à un moment de crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, simplement être présent, c'est la première étape, accompagner la personne et essayer de briser ce silence autour du suicide. L'Internet permet aux jeunes, dans une situation d'anonymat, ainsi que l'aide téléphonique, l'écoute téléphonique, ça peut aider quelqu'un qui n'ose pas parler de ses problèmes à commencer à en parler, et ça aide énormément. Je veux raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Au début des années 50, à Londres, avant qu'il y avait des centres d'écoute partout dans le monde, il y avait un prêtre, ministre anglican, Chad Barra, qui a eu une formation en psychologie comme thérapeute, un doctorat, et il voulait faire quelque chose pour aider le monde. Donc il a dit, je suis un thérapeute, je veux aider les personnes suicidaires. Il a mis une annonce dans le Times à Londres et il a dit, êtes-vous suicidaire? Si oui, le docteur Chad Barra peut vous voir, vous pouvez avoir une thérapie gratuite, appelez un tel numéro. Et il a commencé à faire de la psychothérapie pendant normal, 50 minutes par personne, gratuitement aux personnes suicidaires pour les aider. Et il a eu aussi d'autres personnes qui ont appelé et ils ont dit, moi je ne suis pas suicidaire, mais est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour prendre des rendez-vous, faire du thé? Donc il a accepté un certain nombre de bénévoles. Et il a eu une expérience bizarre. Il y avait une salle d'attente pleine de personnes suicidaires qui attendaient pour voir le docteur Barra, pour avoir leur séance de thérapie. Mais très souvent, au moment d'un rendez-vous, la personne disait vous savez, je me sens un peu mieux maintenant. Je n'ai pas besoin de vous voir. Vous avez une salle d'attente pleine de monde. Quelqu'un d'autre peut prendre ma place. Et ils sont partis. Quand ça a commencé à arriver, une fois, deux fois, plusieurs reprises, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe? Et il s'est rendu compte que pendant les gens attendaient pour voir le docteur Barra, le professionnel, le psychologue, ils ont parlé de leurs problèmes avec les bénévoles qui faisaient le thé et qui prenaient des rendez-vous et se sentaient mieux. Et après, il a fondé un organisme à but non lucratif, les Samaritains, avec des bénévoles qui maintenant, cet organisme existe dans 54 pays différents. Ils font de l'écoute, ils offrent de l'aide à Internet, des messages textes, SMS, des chats, toutes sortes d'activités, et trouver c'est plus rentable. Moi, je suis chercheur. Je fais les recherches. Un des domaines de la recherche, c'est les comparaisons
c'est qui la meilleure personne pour aider quelqu'un qui est suicidaire. Et jusqu'à date, il y a une douzaine d'études où ils ont comparé les personnes, les bénévoles formés et encadrés avec les professionnels. Et jusqu'à date, toutes les recherches ont trouvé que plus qu'on a de diplômes, moins qu'on est capable d'écouter. Et il n'y a pas de recherche qui a trouvé le contraire jusqu'à date. Donc, je vais limiter le temps parce que je pense que les questions sont importantes. Quelques mots sur le suicide des jeunes. J'ai dit que c'est une situation de souffrance, mais une des caractéristiques du suicide des jeunes, c'est qu'il y a plus d'impulsivité. Les jeunes ne tolèrent pas autant d'attendre pour vivre leur vie, pour avoir leurs expériences. C'est peut-être une très bonne chose parce que les jeunes sont capables de très vite s'engager dans toutes sortes d'activités. Mais en même temps, il y a un danger quand ça va mal de chercher une solution rapidement, et si on n'en trouve pas, de se sentir vraiment mal et avoir de la misère à gérer ça. À cause de ça, c'est très important qu'il y a de l'aide disponible n'importe quand. Et à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on va mal? On cherche sur l'Internet. On utilise ces médias. Et c'est à cause de ça que les associations, les organismes comme l'association Sourire de Reda offrent un service qui est très important. Je veux respecter le temps accordé, mais je veux conclure pour juste dire que je trouve que chaque fois quand un jeune fait une tentative de suicide ou il y a un décès par suicide, je trouve que c'est vraiment tragique. C'est tragique parce que d'habitude, quelqu'un n'a pas osé parler. Des fois, c'est le jeune qui n'a pas osé demander de l'aide ou parler à quelqu'un. Mais des fois, ce n'est pas le jeune, c'est les membres de son entourage qui ont peu vu qu'il y a quelque chose qui va mal. C'est pas comme d'habitude. Et au lieu de dire qu'est-ce qui va mal, on le respecte. Nous vivons dans une société, beaucoup de respect d'individus. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais j'aimerais suggérer que quand quelqu'un vit des problèmes, c'est pas assez de dire « Oh, on vous respecte ». Parce qu'à l'intérieur, cette personne peut vraiment avoir besoin de quelqu'un pour parler, pour l'écouter. Et la seule façon de le faire, c'est de donner un message que l'écoute et l'aide est disponible. Donc c'est très important de ne pas ignorer les messages que les gens donnent, que ça se peut que ça va mal. En général, la prévention du suicide fonctionne si on est capable d'offrir de l'aide et si on est capable d'oser s'en servir. Merci. Je m'excuse si j'ai donné l'impression que n'importe qui va avoir du succès toujours quand ils essaient d'aider quelqu'un.
Parce que chaque individu a confiance dans certaines personnes pour parler de leurs problèmes et pour chercher de l'aide. C'est impossible de donner de l'aide à quelqu'un qui la personne n'a pas confiance en vous. Et si je demandais dans cette salle, si vous aviez un problème grave, vous avez confiance en qui pour en discuter? Il y a certaines personnes qui vont dire ma mère, mon père, mon frère, membre de la famille. Il y a d'autres qui vont dire le meilleur ami. Mais il y a certaines personnes qui vont dire personne. J'ai confiance en personne. À cause de ça, les organismes comme l'association Sourire de Reda sont là pour les personnes qui, dans leur entourage, n'ont pas quelqu'un dans lequel ils ont confiance. Quand on ne peut pas forcer quelqu'un de vivre si la personne ne veut pas, mais il est possible, je crois, pour toute personne de trouver quelqu'un à laquelle il peut confier ses problèmes. Le problème de suivi des personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves, ou vivent la dépression, ou qui ont fait une première tentative de suicide, selon les recherches, c'est la question de confiance. Si le jeune qui est suivi a confiance dans la personne qui le suit, d'habitude, ça va très bien aller. Mais quand il pense, ah, c'est qui ce médecin qui me suit? Ça sert à rien. Ça ne va pas fonctionner. À cause de ça, il faut fournir une gamme de services, avoir toutes sortes d'options disponibles. Et pour certaines, ça va être un psychologue qui a confiance dans le psy, et la personne va bien profiter d'une thérapie. Pour d'autres, ça va être quelqu'un anonyme ou qui contacte par ordinateur, et pour d'autres, c'est son meilleur ami ou ses parents. La première chose, c'est que les formations qui sont données aujourd'hui dans le cadre du Stop Silence sont des formations, encore une fois, spécialisées, entre guillemets, spécialisées. Ce sont des écoutes anonymes, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, très, très particulières, parce que quand on enlève le facteur de vis-à-vis, on est dans un autre espace d'écoute, on est dans une autre dimension d'écoute. Alors ça d'une part. En effet, on reçoit Sourire de Leda assez régulièrement les difficultés qu'a la société adulte, que ce soit les enseignants ou les parents, et également certains thérapeutes, il faut le dire, la difficulté à agir quand on a un enfant en crise suicidaire. Alors oui, notre mission est également de pouvoir répondre et de pouvoir apporter un soutien à cette société adulte. C'est important aussi de savoir que nous ne pouvons pas tout mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence petit à petit. C'est vrai qu'on a privilégié les jeunes. Encore une fois, on ne fera rien tout seul. Nous avons besoin de vous. Ce que vous avez fait est simplement la preuve que vous avez réussi à sauver un enfant, n'est-ce pas? Ce sont des petits actes comme ça qui vont permettre de lever, de porter l'attention donnée à la problématique du mal-être du jeune, d'accord, et de l'emmener et la généraliser jusqu'à ce qu'un jour on puisse en faire un problème de santé publique chez nous au Maroc. Il est important de ne pas attendre que les pouvoirs publics, que les associations fassent. Encore une fois, c'est possible que chacun de nous puisse agir. De manière concrète, nous avons commencé à Sourire de Leda à faire de la prévention dans les établissements scolaires.
Alors vous serez étonnés parce que les établissements scolaires ne sont pas tous accueillants par rapport à Sourire de l'EDA et par rapport à notre service Stop Silence. Stop Silence fait peur apparemment. Il a encore besoin, je pense que c'est tout à fait normal d'un autre côté. Un directeur d'établissement à qui l'on vient dire bon ben on met des affiches Stop Silence, Stop au mal, enfin un écoutant est là pour toi, je pense que c'est tout à fait légitime de se dire bon ben c'est quoi ce truc, moi je mets pas ça dans mon lycée, je sais pas. Je pense que c'est important de communiquer, c'est ce que nous faisons. Nous avons commencé nos campagnes d'affichage et nous avons réalisé qu'il était indispensable que l'on se déplace physiquement pour sensibiliser la direction. Donc il faut y aller doucement. Cela ne veut pas dire que nos affiches ont été affichées. Dans certains établissements, nos affiches traînent encore sur les tables. Voilà, donc c'est important de le dire. Les enfants qui sont là, dans le cadre du comité des jeunes, ont ce travail également de vérifier si les Stop Silence sont affichés. Alors, il y a une résistance au niveau des établissements scolaires. Nous avons des problèmes, et cela va répondre à une des questions qui est là. Les établissements publics, est-ce qu'on y a accès? Mais bien sûr que nous voulons. Évidemment que nous allons y aller. On trouvera le moyen. Encore une fois, il y a une résistance. Pourquoi? Il y a je ne vais pas dire 1 million, des dizaines de raisons. Peut-être qu'un établissement public a peur que l'on révèle ce qui se passe à l'intérieur. Et nous le savons tous, il y a des violences à l'intérieur des milieux scolaires. Ces violences-là ne concernent pas que les jeunes entre eux, elles concernent également l'adulte avec le jeune. Ce n'est un secret pour personne. Et si quelqu'un, ce soir, me dit que c'est la première fois qu'il l'entend, je veux bien juste qu'il lève la main. Ok. Très bien. Donc je pense qu'il est très important de respecter également cette résistance. Ce n'est pas en y allant, en les poussant et en les obligeant les établissements scolaires, que nous allons arriver à installer de la prévention dans les établissements. Ce n'est faisable qu'avec leur concours, que main dans la main. Si une prévention n'est pas faite avec le concours et la cohérence et la coordination entre l'administration, le corps enseignant et les jeunes, ce n'est pas possible d'installer une prévention efficace, c'est une perte d'énergie. Alors oui, le tabou est là, je pense qu'il faut le respecter, il ne faut pas aller le contrer, donc c'est notre objectif, c'est notre mission et c'est notre vision, c'est notre manière de travailler. Nous allons simplement rassurer également dans la manière dont on communique avec les établissements scolaires, entre autres, parce que ce ne sont pas les seuls, de manière à bien leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour dénoncer, nous sommes là simplement pour être également un relais et soulager ce que l'on peut à notre niveau à nous. Nous sommes encore une fois un relais dans un dispositif qui est existant au Maroc. Nous faisons une part des choses et pour revenir à votre question, nous ne pouvons pas tout faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques questions et à la vôtre entre autres. Je pense que quand j'ai commencé, j'ai dit dans les passages à l'acte, il y avait plusieurs types de passages à l'acte. Il y avait effectivement le suicide, la tentative, mais il y avait aussi toutes ces conduites addictives et à risque et qui tuent à petit feu. Donc clairement et nettement, c'est important. Maintenant, la souffrance et le mal-être, c'est plusieurs formes. C'est des degrés divers. C'est pas si simple que ça. Et ils peuvent revêtir des formes somatiques, beaucoup j'ai listé et je crois que la liste n'est pas finie. Maintenant, effectivement, au niveau des parents, puisque j'ai été mère et je suis mère encore et j'ai eu des enfants adolescents et je pense que aimer son enfant, c'est pas tout lui permettre. Aimer son enfant, c'est pas l'amour inconditionnel. Aimer son enfant, c'est pas le gâter. Aimer son enfant, c'est lui inculquer des valeurs. C'est un espace, je pense que ce qui est le plus capital, c'est de pouvoir avoir un espace où on peut débattre, où on peut informer et aussi avoir l'humilité quand on est parent, quand on ne sait pas répondre ou quand on a fait une erreur de reconnaître. Je veux dire que c'est des choses, on ne peut pas être des parfaits parents. Mais par contre, là je reviens vers vous aussi, tout à l'heure, et dans la liste des enfants qui ont des souffrances, et ça me rappelle la résilience, les enfants que j'ai vus dépasser
les plus durs moments de souffrance et d'abandon, ce sont ceux qui se sont retrouvés livrés souvent à eux-mêmes, qui étaient dans la survie, qui étaient dans l'empowerment, qui ont développé beaucoup de choses. Mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a eu un accompagnement où on les considère effectivement aussi comme des acteurs à part entière, c'est important, où on fait de l'empowerment, comme disent, la capacitation, de la résilience. La résilience, c'est travailler sur le positif, c'est être ce miroir, au lieu de travailler sur tout ce qui est négatif, qui fait qu'il souffre, travailler sur les éléments positifs, je résume, hein, c'est Boris Cyrulnik qui devrait en parler et qui est plus compétent que moi là-dedans, mais c'est travailler sur ce volet-là pour être ce miroir qui permet à ce jeune de dépasser, de se construire. Il est très, très difficile d'être parent. L'autre point, et je suis désolée, je pense que beaucoup de parents, et particulièrement dans certains milieux, ont confondu amour avec argent, amour avec gâterie, amour avec comparaison avec le X, Y, Z. Et donc, alors que pour moi, l'amour et l'éducation, ce sont des valeurs. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est de l'information, c'est ce dialogue. C'est pas simple. Et je crois très honnêtement, on doit se remettre en question, tous parents qu'on est. Et avoir, parce que ça pose le problème de la parentalité, de vraiment, de la relation. Et je pense qu'il est important, on est passé très vite dessus tout à l'heure, je ne pense pas qu'on est là pour cataloguer, il y a des bons ou des mauvais parents. On a nous-mêmes un background, on a vécu un... Comment parler de sexualité quand on est bridé, qu'on n'ose pas parler de sexualité déjà, et même avec son conjoint, donc il faut qu'on soit honnête. Donc je veux dire qu'il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire, et là il faut de l'aide, et là il faut aller chercher de l'information et pouvoir trouver des messages. Je crois que c'est des questions quand même qui sont importantes, qui doivent nous interpeller. Juste un point, c'était les messages inconscients. Je veux dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez dit, je veux dire qu'il n'y a pas que la parole. Le dialogue, c'est les comportements. Les dialogues, c'est des messages. Les dialogues, c'est des regards. Les dialogues, c'est beaucoup de choses. Donc quand on parle d'une relation, elle est énorme. La mère تقول لها حشمتيني قدام كل شيء تغلبت ما بقيت عارف ما ندير بيك تغلبت عرفتي شحال عطيتك شحال صرفت عليك. Donc il faut qu'on fasse très attention aux mots qu'on dit et je crois que ça nous interpelle sur plusieurs points. J'ai plusieurs questions qui sont plus ou moins les mêmes. Mon enfant me parle de suicide. Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pour manipuler? J'ai 8 ou 9 questions autour de ça. Quand quelqu'un parle de suicide, c'est une tentative de communication. Si quelqu'un doit dire « je pense à me suicider » pour avoir votre attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal. Donc, personnellement, je pense, et la grande majorité des personnes qui travaillent en prévention du suicide, qu'on doit ignorer la possibilité qu'il y a de la manipulation, parce que même s'il y a de la manipulation, pour avoir votre attention, si il faut dire « je veux me suicider » ou « je serais mieux mort », il y a quelque chose qui va mal. Donc c'est une communication. Et il faut autant que possible comprendre que quelque chose va mal. Si vous voulez savoir si un enfant de 8 ans ou 12 ans, ou même un adulte, pense sérieusement au suicide, quand il dit « je vais me suicider », la meilleure façon, c'est poser des questions directes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Si c'est un jeune enfant, la question de l'enfant de 8 ans qui parle de suicide, un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu ferais ça? Mais si vous êtes capable de poser les questions sans jugement et prendre au sérieux que quelque chose va mal, d'habitude,
on peut commencer à en discuter. Donc pour moi, chaque fois qu'un jeune dit à un parent, je pense au suicide, c'est magnifique parce qu'il y a une porte ouverte pour une occasion de communiquer. Il y a plusieurs questions qui portent sur le risque suicidaire. Est-ce que dans les sociétés croyantes, sont-ils moins concernés par le suicide? Non, c'est pas vrai. Et le problème, c'est dans une société croyante, on a tendance à ne pas oser demander de l'aide quand nous sommes suicidaires, parce que malgré nos croyances, nous sommes capables de souffrir. Et quand on souffre autant, souvent on pense au suicide. Donc c'est moins difficile de commencer cette communication. Dans les sociétés, il y a beaucoup de soutien social. Les gens restent en famille beaucoup. Il y a moins de suicides. Mais dans les grandes villes comme Casablanca, il y a de moins en moins des personnes qui restent en famille. Les gens se trouvent seuls et isolés. Est-ce que le suicide est héréditaire? Est-ce qu'une personne qui a vécu le suicide dans sa famille est plus prédisposée à passer à l'acte? Ce n'est pas héréditaire. Jusqu'à date, il n'y a aucune recherche génétique, biologique qui ont trouvé qu'il y a un gène suicidaire ou quoi que ce soit. Mais nous apprenons de nos parents comment faire face aux problèmes dans notre vie. Et si mon père, quand il a eu des difficultés, il s'est suicidé, moi j'ai une probabilité très élevée de penser au suicide quand j'ai des difficultés. Et pour cette raison, si je me suicide, j'ai tendance à utiliser la même méthode que mon père, parce que je suis un peu comme mon père, mais il n'y a pas plus de risques. Mais si ça va mal, il y a plus de possibilités que je vais être un peu plus sérieux dans mon affaire à cause de ce que mes parents ont fait ou notre membre de la famille a fait. Qu'est-ce qu'on fait si le jeune n'exprime pas une autre chose, mais on sait que ça va mal? Tout ce qu'on peut faire, c'est refléter nos compréhensions que ça va mal et essayer d'ouvrir la porte pour une conversation. Laisser l'adresse Internet de l'association Sourire de Reda sur un bout de papier, donne-lui. Il va refuser certainement, non, je n'ai pas besoin, mais laissez le papier là quand même. C'est étonnant le nombre de personnes qui vont appeler un numéro téléphone ou contacter, même s'ils disent non, jamais ça ne m'intéresse pas. Juste trouver quelqu'un qui peut en parler. S'il y a un professeur qui l'aime ou quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un pour essayer de commencer une communication. Moi, je vais parler en tant que maman, hein, donc ni pédiatre, ni X, ni Y. Et la chose que j'ai apprise, c'est que le plus important, c'est de pouvoir communiquer sur tout. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Aucun sujet n'est tabou, quel que soit l'âge, c'est la façon d'en parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, j'ai travaillé beaucoup aussi avec mes enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur exemple, hein, parce que c'est très difficile d'être parent, et surtout quand on est parent seul, donc où on n'est même pas deux. Hein. Et donc, ce qui est très important aussi, j'ai travaillé beaucoup sur le contrat tacite de confiance. Donc, on s'est ainsi dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et si on dépasse ce qui est permis et pourquoi ce n'est pas permis,
Donc clairement et nettement, ça veut dire il y a un cadre, c'est pas un cadre réduit. L'autre point qui me semble capital pour les parents, c'est que nous oublions que nos enfants passent un temps fou à l'extérieur et qu'on a intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, en empowerment, à les outiller, à les informer, à leur apprendre à se protéger des dangers aussi qui existent, mais surtout à établir cette relation de confiance, parce que, excusez-moi, quand il y a un problème, il faut qu'ils puissent très vite réagir, et s'ils ont peur, c'est pas vers le parent qu'ils partent, et donc les problèmes s'aggravent. Et je crois que là, il est important, il y a un débat à faire au Maroc sur la parentalité, sur l'accompagnement. Dialoguer ne veut pas dire surtout tout lui permettre, c'est pas ça. Dialoguer, c'est expliquer, écouter. Et moi, ma fille, un jour, m'a dit une chose qui m'a... Elle m'a dit, tu sais, maman, l'éducation est à double sens. J'apprends de toi et tu apprends de moi. Et pour moi, c'est capital. Ça veut dire qu'on peut débattre. Débattre de tout ne veut pas dire tout. Permettre, c'est des choses très importantes. C'est aussi respecter, c'est apprendre à instaurer une confiance. Et je pense que c'est un apprentissage à faire très important à notre niveau. Et ça rejoint ce que disait madame aussi, et je pense qu'il n'y a pas que les parents, mais il y a aussi l'école, il y a l'environnement. Il faut qu'on fasse très attention à, quand on appelle l'éducation, c'est quoi? Pour moi, l'éducation, c'est des valeurs et des principes. C'est ça qui est important. L'éducation, c'est pas pousser son enfant à vouloir ressembler ou dépasser ou être premier de la classe ou orienté. On est beaucoup à mettre de la pression, à être dans de la compétition. Et pour moi, en tout cas personnellement, et en tant que pédiatre, et en tant que personne qui travaille avec les enfants, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il soit bien dans sa peau. Et que quand il fait un choix, que le choix est raisonné et qu'il est capable de l'assumer. Et qu'on est là pour l'accompagner. Et s'il y a un ratage, eh ben, on tire une leçon de l'erreur. Je crois que c'est très important. Quand les parents ne veulent plus entendre, ou qu'ils ne veulent pas entendre, je pense qu'il y a différents modes, d'autres moyens que de parler. C'est dans les deux sens, hein, évidemment. D'autres moyens de parler, tu peux écrire. L'écriture, souvent, quand elle est surtout spontanée, elle touche très vite un parent. Parce que comme dit Najat, les parents ne sont pas toujours disponibles. L'écriture, il y a bien un moment où ils vont être disponibles pour lire. Et la lecture de mots que tu as transposés, parce que tu avais quelque chose à apporter, déjà tu élimines le facteur d'agressivité que tu pourrais porter vers tes parents qui n'entendent pas. Donc utiliser un médium, ça peut être en effet l'écriture, ça peut être tes mails, ça peut être... Mais ça, je vous fais parfaitement confiance. Moi, je pense que vous avez 1 million d'astuces pour y arriver. Vous pouvez utiliser la copine qui connaît la maman, vous pouvez utiliser la tante qui arrive, enfin dans qui vous avez confiance et le lui dire. Faites-vous confiance par contre, vous avez les astuces, vous pensez qu'on est obligé de parler et de le faire tout de suite. Vous êtes malin, alors peut-être je dirais juste un petit peu de patience et puis un peu retrouver votre créativité. À force d'être à l'école, vous avez anesthésié, on vous a anesthésié dans votre créativité. Il y a d'autres moyens. Réfléchissez et ça viendra tout seul. Pour moi, la violence et le suicide sont les mécanismes d'adaptation, le coping, les façons de faire face aux problèmes. Et malheureusement, on n'apprend pas dans les écoles comment faire face aux problèmes, quoi faire quand ça va mal, comment utiliser d'entraide, comment exprimer nos frustrations, comment vivre avec la frustration. Et je pense que, en tant que société, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'intégrer dans le système scolaire d'abord des programmes qui enseignent aux enfants comment faire face aux problèmes de la vie quotidienne, ce qu'on appelle la promotion de la santé mentale. Et la même chose pour les adultes. Et je pense qu'il n'existe pas de société, il n'y a pas de violence. Comment est-ce qu'on peut le prévenir?
enseigner comment on peut dealer avec, faire face aux frustrations, d'autres choses, et intégrer. Et il existe des programmes. À Rabat, actuellement, ils vont commencer à essayer un programme qui s'appelle les Amis de Zippy pour les enfants 6-7 ans qui peuvent apprendre d'autres façons de résoudre des problèmes. Je pense que l'espoir pour l'avenir, c'est pour les parents, les jeunes d'apprendre davantage d'autres façons de résoudre des problèmes. J'ai une question. Pouvez-vous distribuer vos affiches chez les pédiatres et les cliniques? Oui, nous avons commencé. C'est important de savoir que si les écoles ou si certains thérapeutes souhaitent avoir les affiches, il suffit de nous appeler, nous les demander. Voilà. Alors moi, j'en ai une autre là. L'amour et la présence des parents est importante, mais peut-on avoir assez d'objectivité pour aider notre propre enfant? Et lui, arrivera-t-il à vous parler sincèrement de sa souffrance? Alors, d'objectivité, je pense que quand on veut... C'est important, justement, de commencer à être conscient que si nous voulons avoir, si nous cherchons une écoute sans jugement, une écoute bienveillante, le mental, il faut l'oublier. Il faut essayer de se retrouver ici dans le ressenti, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas possible de ne pas réussir à écouter de manière juste si nous écoutons avec notre cœur. Alors oui, en effet, on peut apprendre à écouter, mais si vous voulez devenir bénévole à Stop Silence, ou alors si vous êtes enseignant, vous allez animer des partages de groupe avec les jeunes, etc. Mais nous avons tous la capacité d'écouter. On est avec. Oui, en effet, on l'a oublié, on a été formaté, et puis on est agressé dans notre quotidien. Ça fait qu'on ne prend plus le temps de se réécouter. Mais c'est en nous, ça je le confirme. Alors, maintenant, est-ce que c'est avec assez d'objectivité pour aider? C'est pas grave, on a le droit de se tromper. C'est l'intention qui est le plus important. Si on est dans une intention d'apporter un bien-être à notre enfant, ce qui est différent de « je vais lui apporter du bien pour qu'il puisse réussir dans ses études, pour qu'il ait le temps de… » Attention, être dans une écoute bienveillante, sans jugement et sans attente. Je crois que c'est peut-être le mot qui peut vous parler. Il n'y a rien à attendre de notre enfant quand on est à son écoute. Et à ce moment-là, évidemment, est-ce qu'il arrivera à vous parler sincèrement de sa souffrance? Le plus important, c'est pas qu'il vous en parle là maintenant, sincèrement. Il n'y a pas à attendre qu'il vous parle de sa souffrance. Il y a simplement à être là à son écoute. Je ne sais pas si ça semble très simpliste, c'est pourtant extrêmement puissant. C'est écouter notre enfant sans attente. Alors, on nous parle d'arabe. Je suis contente parce que j'aurais été déçue si je ne l'avais pas. Est-ce que on peut avoir des formations en arabe? Ça rejoint un petit peu une question que je n'ai pas entendue. Est-ce pourquoi on n'écoute pas en arabe? Oui, ça serait magnifique un jour de pouvoir avoir des écoutants arabophones. Ça serait magnifique de pouvoir un jour inviter des conférenciers en arabe. Quelqu'un demandait, est-ce que nous allons développer des centres dans toutes les régions du Maroc? Nous sommes déjà dans toutes les régions du Maroc. C'est un chat, il est accessible absolument de toutes les régions du Maroc. C'est très amusant, il est même accessible de l'étranger en effet. Nous avons reçu un appel de France, c'était amusant, c'est nous qui leur avons donné les références des centres d'écoute en France. J'espère quand même que ça ne va pas être fréquent parce qu'ils mobilisent les lignes. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions des jeunes. Alors pour la majorité de questions, c'est sur comment rejoindre le comité. Est-ce qu'on peut travailler chez Sourire de Leda sans être bénévole, sans être écoutant? Parce qu'évidemment, il faut avoir 35 ans ou plus. Vous êtes nombreux à vouloir nous rejoindre et c'est tant mieux.
je ne suis pas triste, je ne suis pas déçue de vous dire que pour le moment, nous ne sommes pas suffisamment organisés pour pouvoir accueillir des comités de vingtaine de jeunes. Les autres vous le diront, déjà arriver à gérer rien qu'un rendez-vous avec un jeune, ils ont des journées, des semaines hyper bouquées. Hein. Je vous assure que c'est plus difficile de les réunir que de réunir une équipe de travail adulte de 30 personnes. Tu souris, non? Alors, nous nous organisons pour ça, oui. Je suis sûre que ça viendra. Et le fait simplement de relayer l'information sur vos réseaux sociaux, BBM, le fait simplement de savoir aujourd'hui que Stop Silence existe, que Sourire de Leda existe, vous pouvez déjà vous engager de manière tout à fait naturelle à la prévention du mal-être des jeunes autour de vous. Ok? Un jeune qui vous dit qu'il veut se suicider, vous arrivez, vous l'écoutez, il est essentiel que vous le partagiez avec une personne adulte. C'est trop lourd pour vous de le garder pour vous tout seul. Donc partagez-le si vous avez des personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez partager, d'accord? Et sinon, ben écoutez, on est là, ok? J'espère que le message est clairement passé. Est-ce que la confiance est importante pour l'épanouissement de l'enfant? Moi, je dirais qu'elle est importante pour l'épanouissement de tout le monde. Oui, elle est importante. Ayez confiance en vous, les jeunes. C'est marrant parce que simplement le fait de le leur dire, et bien finalement, ça finit de leur dire oralement. Je crois que déjà, ça désinhibe un petit peu tous nos rideaux d'éducateurs. Et on finit par retrouver la confiance en nous parents pour leur dire « Je te fais confiance, toi ma fille ou toi mon fils ». Alors, est-ce que vous avez connaissance du contenu des discussions de Stop Silence? Quelles sont vos réactions? Vous parlez de qui? Les écoutants, oui, ont contenu. Les conversations, encore une fois, sont confidentielles. Alors, à titre d'information, les membres du bureau Sourire de Leda ne connaissent pas, je dis bien, dans le cadre des membres du bureau de Leda, il y a une partie qui est dans le comité de formation. Mais la majeure partie, elle ne l'est pas. Cette partie-là n'a pas connaissance de l'endroit où se trouve le Stop Silence et elle ne sait pas quelles sont les personnes écoutantes à Stop Silence. C'est un choix que nous avons fait parce qu'il a été extrêmement difficile de respecter l'anonymat des écoutants eux-mêmes. Parce que ça semble facile, mais il suffit qu'on dise un petit mot et hop, l'anonymat est fini. Si nous ne respectons pas l'anonymat, notre Stop Silence ne sert à rien. Voilà pourquoi même les membres du bureau ne connaissent pas le lieu du Stop Silence et les écoutants. Je ne donnerai pas le contenu, par contre, nous pouvons partager sur les statistiques, pas le contenu, pas ce qui a été partagé dans sa teneur, d'accord? La nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé. La première question, c'est concernant l'éducation dans notre société, on nous apprend à analyser, à commenter, à raisonner. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais même l'éducation dans notre société ne nous apprend pas dans tous les cas à commenter, à raisonner, à analyser. Juste, là c'était un point. Mais là, ce qui était très important, c'était le fait qu'elle ne nous apprend pas à exprimer nos ressentis et nos vécus et nos émotions. Alors comment faire? Je pense qu'en tant que parents, et je crois que c'est hyper important, il faut aussi permettre aux enfants d'exprimer leurs ressentis et leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend et qui peut se faire au sein de l'ambiance familiale. Et je pense que c'est quelque chose de faisable. Parce que quand on met un mot sur l'émotion, sur le vécu, ça permet de mesurer aussi la souffrance, le ressenti. Je crois que c'est important. Allons attendre d'autres suicides pour créer d'autres espaces de parole. Je pense qu'il faut être très honnête et je veux rendre quand même un hommage à des enseignants dans des espaces publics, sans moyens, avec qui j'ai travaillé, qui ont créé des espaces écoute, dans des difficultés énormes, à écouter des enfants avec toutes sortes de souffrances et qui n'avaient pas la réponse et qui appellent à l'aide. Je pense qu'il y a quand même aussi des choses importantes. Maintenant, tu arrives avec ce volet anonymat, ce volet chat, et je crois qu'il est important de voir comment on pourra se faire le lien et comment créer ce réseau et cet échange de pratiques. Alors, il y a un volet dont j'ai parlé tout à l'heure, quelles sont les limites qu'on peut donner à un enfant? Non, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, ni de... J'ai répondu tout à l'heure à la question. Qu'est-ce que la résilience? J'y ai répondu.
Alors, à qui s'adresser en cas de suspicion de maltraitance ici au Maroc? C'est la grande difficulté, c'est de quelle maltraitance? Il y a beaucoup d'associations, c'est plus le rôle associatif qui joue la fonction que le ministère du développement social ou que le ministère de la santé. Je l'ai dit quand j'ai commencé, la santé mentale reste le parent pauvre et la politique sociale reste un parent pauvre, je crois. Et on a un très gros problème, il y a un très gros déficit. Nous n'avons pas de ressources humaines dûment qualifiées et dûment formées dans ce pays. C'est un grand challenge à ce niveau-là. Alors, a-t-on des chiffres concernant le suicide des jeunes au Maroc? L'étude que j'ai eue, c'est celle de 2004, mais qui donne le taux de suicide global, tous âges confondus. Il y a très peu d'informations. Ce que je sais, c'est qu'il y a une étude qui est actuellement en cours, mais le médecin qui l'a finalisée, l'étude n'étant pas encore publique, n'a pas envie de la sortir. Donc, clairement, on l'a pas. Et on l'a pas, et même si on me donnait un chiffre, je n'y croirais pas, parce que nous n'avons pas de système d'information standardisé, fiable, ventilé. Il y a tout le problème des tabous et le nombre de suicides qui ne sont pas reconnus comme suicides et toute la culpabilité qui l'entoure. Donc déjà, le taux ne reflètera jamais la réalité. Et il y a deux belles phrases, deux beaux mots, et ce sont des mots des jeunes avec lesquels je vais finir. L'amour est la plus grande cause de suicide. Quand on dit que je vais mal du côté amoureux, est-ce physique ou moral? Eh bien c'est les deux mon général. Hein. Donc, et c'est vrai, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le premier amour, le fait d'être rejeté, le fait de ne pas être accepté, cause une très très grande souffrance. D'où l'intérêt de pouvoir dialoguer, de pouvoir anticiper et voir quand son enfant est rejeté par une copine ou vice-versa. Je crois que c'est important, on a tendance à le minimiser, mais il ne faut pas le faire, et l'importance du dialogue. Et le dernier, bravo, je suis jeune, je bois, je fume, je sors, mais je suis bien dans ma vie. Est-ce grave? Eh bien non, pas du tout. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci encore d'être venus. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Juste le rappel du rendez-vous de dimanche à 17 h ici même. Rentrez bien.